Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, l'émission qui vous ouvre les portes du marché de l'art. Un tableau d'Octave Tassart, spolié durant la Seconde Guerre mondiale, a été restitué aux ayants droit du collectionneur Armand d'Orville il y a quelques mois. Nous revenons sur le parcours de cette œuvre et surtout la manière dont le commissaire-priseur a fait le travail de recherche de provenance. Pierre-Alban Vincent, commissaire-priseur au sein de la maison de vente Agut, est mon invité dans Art et Marché. Comment le travail de recherche de provenance s'effectue au sein des maisons de vente? Nous nous intéressons au cas concret du tableau d'Octave Tassart qui a récemment été restitué à ses ayants droit, les ayants droit du collectionneur Armand d'Orville. Pour cela, je suis ravie d'être en compagnie de Pierre-Alban Vincent. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Vous êtes commissaire-priseur au sein de la maison de vente Agut, auprès de laquelle le tableau a été confié. Avant de revenir sur toute cette histoire de restitution, est-ce que vous pouvez nous parler de ce tableau, tout simplement? Qu'est-ce que ce tableau, la jeune fille lisant de Tassart, qu'est-ce que ce tableau? C'est, j'ai envie de dire, une toute petite chose. Par son format, c'est une petite huile sur panneau qui tient quasiment dans la main, qui est plus petite que le catalogue qui est devant moi et qui représente effectivement une jeune femme lisant avec un bonnet blanc sur un fond assez sombre. Le tableau était sous un vernis qui était très oxydé, ce qui fait qu'il était difficile à examiner. Ce qui était peut-être le plus lisible, et c'était cette signature d'Octave Tassart qui était assez grande par rapport au format du tableau, et en rouge sur ce fond qui est très très sombre. Je ne sais pas si vous connaissiez Octave Tassart, mais c'est un nom dont la gloire s'est un petit peu émoussée au fil des années. Il est présent sur les 6 messes du musée d'Orsay. C'est un tableau qui avait été commandé à l'artiste en 1849 et qui représente une pauvre famille. C'est vraiment un sujet qui est typique de l'artiste. C'est cette veine romantique, un petit peu mélodramatique et sociale, qui a connu son heure de gloire au milieu du 19e siècle et qui finalement est quasiment complètement passé de mode, j'ai envie de dire. Pardon. Non, mais du coup, dans quelles conditions vous avez ce tableau entre les mains? Une demande d'estimation parfaitement banale. Une dame de Deuil nous contacte pour que nous estimions un ensemble de pièces encadrées qui venaient de sa famille. Il y avait principalement des estampes modernes, quelques peintures également modernes et 2-3 tableaux qui étaient un petit peu plus anciens. Il y avait un paysage de Chantreuil qui est un paysagiste du 19e siècle, une école hollandaise du 17e siècle qui représente un buveur sur un fond assez sombre, et ce tableau dont moi la signature m'intéressait, étant un pur 19e-iste. Et qu'est-ce qui vous met la puce à l'oreille quand vous faites cette estimation? À quel moment vous vous dites tiens, celui-ci il mérite un petit peu plus de recherche? C'est un tableau dont le dos est, j'ai envie de dire, bavard, en fait. Il comporte toute une série d'étiquettes, au moins 3, dont une qui comporte très clairement le nom d'Armand d'Orville et qui laisse à entendre que le tableau a été prêté en 1934 à la Fondation Foch. 2 autres étiquettes qui sont probablement prélevées de catalogues de vente anciens et qui fait directement référence aux ventes de la collection d'Armand d'Orville qui ont eu lieu du 24 au 27 juin 1942 dans le hall de l'Hôtel Savoie à Nice, sur la promenade des Anglais. Donc, étant d'un naturel assez curieux, j'ai creusé cette provenance parce qu'on sait que c'est toujours intéressant et ça permet d'en savoir un petit peu plus sur l'œuvre.
Et comme vous le savez peut-être, les maisons de vente et les commissaires-priseurs ont des obligations de diligence quant à la provenance des œuvres. Et donc, il me semblait nécessaire d'approfondir ces mentions qui étaient au dos du tableau. Et Armand d'Orville et cette vente à Nice, c'était des événements, on va dire, connus et en tout cas référencés dans toute cette histoire des œuvres d'art qui ont été spoliées et qui sont retrouvées après dans les mains de personnes autre que la famille des ayants droit. C'était quelque chose de connu, ça, ou vous avez dû faire des recherches un peu plus approfondies? Armand d'Orville, c'est un collectionneur qui est célèbre en son temps. C'est un avocat, mais c'est aussi un collectionneur très réputé, notamment de signatures des 19e et du début du 20e siècle. Il est aussi le spécialiste en son temps de Constantin Guy, qui est le modèle de Baudelaire pour le peintre de la vie moderne qui paraît en 1863. Donc son nom parle à tout 19e. On sait aussi que en 2020, les œuvres qui figuraient dans sa collection et qui ont été acquises par les musées nationaux au cours de la vente ont fait l'objet de restitution du temps de Roselyne Bachelot-Narquin. Oui, parce qu'il y a eu d'autres œuvres de sa collection qui ont fait l'objet de restitution. Exactement. Donc, au vu de ces mentions, j'ai consulté le catalogue de la vente qui est accessible sur le site de la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art et j'ai clairement identifié le tableau qui nous avait été soumis pour estimation. Il portait le numéro 378 de la vente. On sait qu'il a été présenté en vente le 24 juin 1942 à Nice et le tableau comportait même ses dimensions très précisément, une description de son support, donc il n'y avait pas d'équivoque possible. Il y avait seulement 2 tableaux d'Octave Tassart dans la vente et notre jeune femme lisant, puisque c'est le titre qui lui a été donné au moment de son passage en vente en 1942. Et ça, on le sait que ces œuvres-là, ce sont des œuvres qui ont été soumises à la vente de force. Comment est-ce que vous saviez ça ? On est forcé de s'intéresser à l'actualité des restitutions et on sait que si la vente n'est pas considérée comme spoliatrice, c'est plutôt les conditions de versement du produit de la vente aux héritiers d'Armand d'Orville qui font aujourd'hui qu'on considère cette vente comme anormale et, j'ai envie de dire, presque spoliatrice, en fait, pour le coup. Quand la vente est organisée, Armand d'Orville est mort depuis quelques mois et c'est son exécuteur testamentaire qui se trouve chargé de son organisation. Mais dès le premier jour de la vente, un administrateur provisoire est désigné et il est décidé que le produit de la vente serait saisi. L'administration provisoire s'achève quelques mois après, mais le versement du produit de la vente n'intervient que des années après la vente. Et entre-temps, une partie des héritiers d'Armand d'Orville périt dans les camps de concentration. Et on considère que les sommes assez considérables d'ailleurs qui ont été collectées à l'issue de la vente auraient pu permettre aux héritiers d'Armand d'Orville de fuir en Espagne et en Suisse. D'accord. Comment est-ce que, quand vous remarquez tout ça, comment est-ce que ça se passe ensuite avec la personne qui avait ce tableau ? Est-ce qu'elle était, j'imagine, elle n'était pas au courant de toute la provenance de ce tableau. Comment est-ce que vous échangez avec elle ? Comment ça se passe pour après restituer, faire le travail, en tout cas, restitution ? C'était vraiment des œuvres de famille qui n'étaient pas exposées chez la cliente, en fait. Elle n'avait aucunement connaissance du passé de ces œuvres. Et elle est parfaitement de bonne foi, en fait, puisque entre 1942 et 2025, il y a eu probablement plusieurs mises en vente de cette peinture. Donc, je lui indique très clairement que les œuvres qui ont figuré dans les ventes d'Orville ont fait l'objet de restitution et je lui dis qu'on ne pourra pas présenter ce lot en vente et je lui propose, si elle le souhaite, que nous fasse une mission, j'ai envie de dire,
d'entremission entre elle et les ayants droit d'Orville. Qui sont difficiles à retrouver. Est-ce qu'ils étaient au courant de ce tableau qui manquait dans leur collection? J'ai très très facilement pu remonter leurs pistes, puisque ils sont représentés par cabinet de généalogie qui travaille main dans la main avec le cabinet Hershkovitch. Un cabinet d'avocats. Exactement. Donc, oui, et donc comment ça se passe après? Vous allez voir cette famille et vous leur dites on a retrouvé ce tableau, et puis après entre l'ayant droit et la personne qui avait le tableau il y a quelques mois, comment ça s'organise? De manière très très simple et très directe. Je lui ai demandé si elle acceptait que nous l'assistions dans cette restitution. Elle a donné son accord. J'ai pris contact avec les représentants des ayants droit d'Orville, et tout s'est enchaîné de cette manière-là jusqu'à la signature d'un protocole d'accord qui officialise cette restitution aux ayants droit. Et vous, en tant que maison de vente aux enchères, c'est votre rôle dans toute cette aventure de faire toutes ces recherches-là, d'être un enquêteur en fait de la provenance d'un tableau? C'est quand même assez fastidieux si vous devez faire ça. Oui, mais les maisons de vente et les commissaires-priseurs ont donc cette obligation de diligence qui les contraint à la prudence et à la recherche de provenance des œuvres qui leur sont confiées. Alors, on aimerait être toujours en mesure de pousser les recherches aussi loin. On a eu la chance d'avoir toutes ces étiquettes au dos du tableau qui nous ont mis sur la piste, mais chez Agut, rien que le département art impressionniste et moderne présente en vente plus d'1 millier d'œuvres chaque année. Donc, on fait le maximum, mais malheureusement, on est un petit peu limité par la disponibilité des informations Bien sûr. Que nous indiquent les propriétaires des œuvres. Exactement. On aimerait pouvoir faire complètement ce travail à chaque fois, mais... Après, il y a des éléments, j'imagine, qui peuvent vous mettre un peu la puce à l'oreille. Quand il y a des années entre 40 et 50 et des trous dans la raquette à ce niveau-là, j'imagine que ça doit vous interpeller. C'est le moment où les voyants sont le plus souvent, effectivement, au rouge, ça c'est sûr. Et depuis, il nous reste que quelques secondes, mais c'est vrai que vous diriez que depuis plusieurs années, ces questions de provenance se sont vraiment renforcées, en tout cas que les personnes qui vous proposent des œuvres d'art sont beaucoup plus alertes, et même les acheteurs sont beaucoup plus alertes sur cette provenance irréprochable. Je pense que ce qui nous y rend le plus sensible, ça sera plutôt quand les achats sont faits par des institutions et des musées qui nous demandent de fournir des provenances dans les années 1940-1945. Donc, on essaie de répondre à ces sollicitations le plus précisément possible, mais c'est assez rare que nos clients aient des provenances qui sont très anciennes, en fait, pour le coup. Donc, art impressionniste, et oui, c'est sûr que c'est pas forcément les plus... on passe énormément d'œuvres qui ont été peintes avant, donc qui sont susceptibles d'avoir été mises en vente à ce moment-là, mais souvent, les provenances s'arrêtent aux 15-20 dernières années, et souvent on a affaire à des tableaux de famille dont on ne connaît pas précisément les conditions d'acquisition, ce qui limite sérieusement le champ des possibles. Et là, oui, c'est là toute la difficulté. Merci beaucoup, Pierre Alban Vincent. Je rappelle que vous êtes commissaire-priseur au sein de la maison de vente aux enchères Agut. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.